Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International pour notre programme de ce dimanche 18 janvier. Tout de suite, l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour à tous, c'est Mei Guang. Lisa Dufaux et Floriane Dai. Pour l'émission On en parle à Taïwan de cette semaine. Alors aujourd'hui, nous allons parler des sujets très différents avec l'art, la culture et des réglementations de résidence à Taïwan. Des résidences à Taïwan pour les étrangers, en fait, aussi des pleurs. Des pleurs des bébés, plus précisément. Alors par quoi commençons-nous ? Alors, moi, je vais vous parler d'une exposition qui s'intéresse au rôle de Fujiyama Raita, un industriel japonais qui a occupé un rôle important dans le développement de l'entreprise Taiwan Sugar, ou plutôt l'ancêtre de Taiwan Sugar, pendant la période de domination japonaise de Taïwan. D'accord. Et moi, ce sera plus donc les modifications qu'il y a eu début janvier par rapport aux conditions pour travailler ou résider à Taïwan, et d'autres qui sont aussi à venir. Et de mon côté, je vais vous parler des pleurs, donc je disais, mais pas que. En fait, on va vous parler des bébés électroniques. De ce nom-là, on a l'impression que c'est tellement étrange, mais ça se comprend si on parle de l'éducation dans la formation des infirmières, des personnels des hôpitaux, ou encore aux étudiants sur la question de la parité des genres. D'accord. Voilà. On a hâte d'en savoir plus. Curieuse. Ouais. Commençons d'abord avec la réglementation, comme ça c'est fini et puis on passe à autre chose après. Après on est en règle, c'est ça ? C'est ça, après on est en règle. Donc en fait les conditions de résidence à Taïwan pour les étrangers ont été actualisées récemment. Donc c'était annoncé l'année dernière et c'est entré en vigueur au 1er janvier en partie, et puis d'autres sont encore à venir. Notamment les conditions de travail, donc je vais faire un petit peu en plusieurs parties. Ces conditions en fait ont été expliquées par le vice-ministre de la Commission du développement national, Zhang Fangguan, cette semaine pendant une conférence de presse. Donc il y a des changements pour les jeunes diplômés, pour les employés au niveau de la résidence permanente, pour les domaines professionnels accessibles aux étrangers, pour les visas nomades digitales, pour les droits familiaux et pour les protections sociales, chômage et retraite. Voilà. Donc ça couvre tout en fait. C'est ça, c'est très vague. Alors ce sont à chaque fois des modifications qui sont peut-être assez petites. Parfois c'est d'un an ou deux. Enfin voilà. Donc par exemple pour les jeunes diplômés qui ont obtenu un diplôme universitaire à Taïwan, il est maintenant possible d'avoir un visa de travail ouvert pour 2 ans après l'obtention de ce diplôme. D'accord. Je croyais que c'était 1 an avant, c'est ça ? Alors avant, c'était 6 mois renouvelables, donc ça pouvait faire 1 an. Oui. Mais c'était pas un visa de travail, c'était un visa pour chercher du travail. Donc on n'avait pas le droit de travailler. Et maintenant, on peut faire un stage ou bien travailler en freelance, mi-temps, temps plein, et changer de travail librement. D'accord. Donc ça donne même plus de liberté qu'un visa de travail comme j'ai actuellement à la radio, par exemple. Oui, ça permet par exemple de faire un premier travail et puis de changer éventuellement si ça ne nous convient pas ou si on ne convient pas à l'entreprise. Sans avoir besoin que l'entreprise nous donne un visa ou fasse toute la procédure de demande de visa. Ça permet aussi de faire des petits boulots qui ne sont pas forcément rémunérés à la même hauteur que ce qu'il faut pour avoir un visa travail. Ça, c'est un grand assouplissement. En fait. C'est ça. Donc ça, c'est énorme pour les jeunes qui viennent d'obtenir un diplôme à Taïwan. Ça change tout. Et moi, je sais qu'il y a quelques années, avant de commencer la radio, j'étais dans ce cas-là. C'est dans un bon sens et dans un mauvais sens aussi, en fait. Parce qu'au moins, si on a un salaire minimum, au moins les étrangers qui trouvent un travail sont protégés au niveau de salaire. Mais là, on se retrouve, comme tous les Taïwanais, à devoir faire des fois des travails à des salaires pas vraiment intéressants, en fait. C'est possible aussi, oui. Après, c'est à chacun de se débrouiller. Ça reste limité à 2 ans. Donc, c'est plutôt vraiment le temps de rebondir, trouver quelque chose. Oui. Ou bien voyager un petit peu aussi. Ça laisse plus de flexibilité. Tout à fait. Et puis, pour ceux qui sont diplômés de l'étranger, si on fait partie d'une des 1500 meilleures universités du monde, contre 500 auparavant,
il n'y a pas besoin de justifier de 2 ans d'expérience de travail pour pouvoir venir travailler à Taïwan. Et pour les diplômés des 200 meilleures universités au monde, ils peuvent même demander directement une autorisation de travail de 2 ans sans avoir besoin d'être embauchés par une entreprise taïwanaise pour pouvoir venir travailler à Taïwan. Ça, c'est vraiment des gros changements. Hein. Donc, ils peuvent arriver sur le territoire taïwanais avec un visa professionnel. Avec une autorisation de travail pour 2 ans. D'accord. Voilà, un visa qui est de visa de travail ouvert. Ouais. Mais ça, c'est seulement pour les diplômés des 200 meilleures universités au monde. Ça reste assez restreint, mais voilà, c'est une volonté d'attirer les talents étrangers. Ensuite, les seuils... Imaginons, on est la 200e université du monde en cette année-là, et l'année suivante, on regresse. Donc, il y a une fluctuation, en fait. Oui, ça peut changer aussi. Oui. Ensuite, le deuxième grand changement, c'est pour les seuils d'éligibilité à la résidence permanente qui sont plus flexibles. Donc pour les hauts revenus, les professionnels spécialistes étrangers qui gagnent par exemple 6 millions de dollars taïwanais par an, c'est-à-dire environ 170 000 euros, c'est possible de demander la résidence permanente après 1 an de travail à Taïwan. Ensuite, pour les professionnels étrangers, normalement, c'est après 5 ans de travail qu'on peut avoir la résidence permanente. Et avant, si on avait un master ou un doctorat, c'était possible de déduire 1 ou 2 ans. À Taïwan, donc pour obtenu à Taïwan, oui. Et maintenant, c'est 1 an de plus. Donc, on peut déduire 1 an pour une licence, 2 pour un master et 3 pour un doctorat. D'accord. Donc, ça réduit quand même pas mal. C'est logique aussi parce que pour avoir un doctorat à Taïwan, c'est-à-dire on a déjà effectué... de nombreuses années. Oui, de nombreuses années à Taïwan. Plus que 5 ans souvent. Oui. Et c'est pas cumulable entre soi. Donc si on a fait master et doctorat à Taïwan, ça reste 3 ans. Donc ça demande 2 ans de travail quand même. Et puis pour les professionnels étrangers possédant une expertise spécifique, donc là il y a encore toute une description de ça, la résidence permanente est accessible après 3 ans de travail et on peut aussi déduire 1 ou 2 ans avec master ou doctorat, contre seulement avant 1 an après un doctorat. Donc ça, c'est légèrement... c'est 1 an de moins de travail pour pouvoir être résident permanent. Ensuite, il y a aussi un élargissement des domaines professionnels de travail ouverts aux étrangers. Donc, il y avait 10 domaines avant. Et il y a l'ajout des domaines numériques, environnemental, biotechnologiques. En plus, qui sont... Voilà. Et puis, quelques changements. Éducation physique qui devient sport. Donc, ça précise un petit peu. Ensuite, il y a des... Enfin, chaque grand domaine a une description précise pour chaque. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc ça veut dire si on est spécialisé dans l'éducation physique, on peut aussi travailler dans ce domaine, c'est ça? On peut aussi avoir le droit de travailler à Taïwan dans ce domaine-là, c'est ça. Okay. C'est les sportifs étrangers qui ont le droit de venir peut-être en tant que coach ou bien... athlète à Taïwan aussi et avoir un visa pour ça. D'accord. Ensuite, visa sport. C'est ça. Au niveau de l'enseignement aussi, il y a des assouplissements puisque avant, pour travailler dans les établissements scolaires du primaire ou secondaire, il fallait être prof d'anglais et provenir d'un pays où l'anglais est la langue nationale, la langue officielle. Et maintenant, les étrangers peuvent aussi enseigner des matières artistiques et pratiques, donc musique, sport, codage, voilà, c'était ça les exemples donnés, pour promouvoir l'enseignement bilingue à Taïwan. Ça, c'est le grand objectif du gouvernement de Lai Ching-te, en fait, de faire de Taïwan bilingue d'ici, je ne sais pas combien de temps. 2030, c'était 2030, voilà. Peut-être. Voilà, donc là... Sans commentaire. On ne peut pas commenter de toute façon. Passons. Une autre possibilité qui a été très assouplie, c'est pour les visas de nomades digital. Donc pour les personnes qui viennent vivre à Taïwan tout en travaillant à distance sans être reliées à une entreprise ou collectivité locale. Avant, c'était possible pour 6 mois maximum. Et ça peut maintenant être renouvelé jusqu'à 2 ans sans avoir besoin de quitter le pays. Ça, c'est intéressant, en fait, parce que de plus en plus de personnes travaillent avec un mode nomade, en fait. C'est ça. Donc voilà, il y a aussi cette possibilité-là. Il y a un élargissement des droits familiaux, donc pour les conjoints de professionnels possédant une expertise spécifique ou bien cadres supérieurs étrangers qui peuvent demander directement un permis de travail à Taïwan sans être liés à un employeur. Donc là, c'est vraiment pour les plus hauts postes. Ça, c'est le Golden Card, c'est ça. Mais c'est les conjoints.
Oui, les conjoints des personnes qui ont des golden cards. Ou qui remplissent certaines conditions pour ça. Voilà, il disait professionnel avec une expertise spécifique ou cadre supérieur étranger. Pour les parents des talents, c'est aussi possible de prolonger leur séjour à Taïwan sans être soumis à la limite totale d'1 an de séjour, en présentant une assurance médicale et hospitalisation quand même. Mais voilà, il y a un assouplissement à ce sujet-là aussi. Et je crois qu'il y a aussi pour par exemple, les parents, de jeunes parents qui ont des enfants de moins de 2 ans. Oui, c'est aussi ça marche possible. aussi. Ouais, de rester. C'est vrai que ça aide pas mal, je pense, pour les jeunes parents, parce que c'est difficile de trouver des places en crèche comme un peu partout. Tout à fait. Mais si les parents peuvent venir aider, les grands-parents peuvent venir aider, c'est une bonne chose. Surtout les bébés qui sont nés d'un couple étranger, en fait. Oui. Et donc, ils ne profitent pas d'avantages pour intégrer en priorité une crèche taïwanaise, par exemple. Et dans ce cas-là, les parents peuvent vraiment aider. Et même les parents du bébé peuvent rester à Taïwan sans avoir besoin d'avoir forcément un visa de travail. Ouais. C'est plus facile aussi pour ça. Il y a aussi une meilleure protection justement dans ce registre-là par rapport à l'assurance chômage. Les titulaires d'une résidence permanente ont le droit aux allocations chômage, formation professionnelle et congé parental, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc ça, c'est un gros changement aussi. Ouais, d'avoir le droit au congé parental si on est parent à Taïwan, c'est pas mal quand même. Sans que d'autres partenaires soient taïwanais, en fait. C'est ça, ouais, pour les étrangers. Ouais. Pour la retraite aussi, ça change. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir la résidence permanente pour s'inscrire directement au nouveau système de retraite. Donc, il y a un ancien régime des retraites où les employeurs ne versaient des prestations de retraite que lorsque certaines conditions étaient remplies. Et ces conditions sont maintenant assouplies. Il n'y a plus besoin d'avoir la résidence permanente et les employeurs contribuent chaque mois à reverser 6% du salaire sur un compte qui suivra l'employé sans qu'un changement de travail impacte ce compte-là. Donc, ça, c'est ce que les Taïwanais appellent le nouveau système de retraite. C'est ça. Parce qu'avant, pour les Taïwanais, si on change de l'emploi, on perd toute la totalité de retraite. C'est fou, ancien et nouveau système. C'est tellement fou. Ça fait 20 ans que ça a été changé, en fait. Et donc, dans le nouveau système, voilà, il n'y a plus besoin d'avoir la résidence permanente pour avoir accès au nouveau système maintenant pour les étrangers. Donc ça, c'est chouette aussi. Et puis, il y a une dernière mesure qui sera implémentée fin juin au niveau de la protection sociale aussi. Les résidents permanents à Taïwan depuis 10 ans ou plus et âgés de 65 ans ou bien handicapés, ainsi que les personnes à leur charge, pourront accéder aux bénéfices d'invalidité partielle et de soins longue durée, comparables aux droits des citoyens taïwanais. Et ça, c'est la première fois qu'il y aura ces droits-là qui seront ouverts pour les résidents étrangers. Donc, c'est aussi une grande avancée pour ceux qui sont à Taïwan depuis très longtemps. Qui s'établissent en permanence à Taïwan, en fait. Voilà, parce qu'il y a une augmentation aussi du nombre d'étrangers qui travaillent à Taïwan et qui s'y sont établis depuis longtemps. Donc, ce sont des mesures qui viennent répondre un petit peu à cette demande de population grandissante et en partie donc vieillissante aussi. Oui. Voilà pour les droits des résidents à Taïwan et les modifications de ces droits en 2026. En tout cas, c'est encourageant pour des personnes qui souhaitent résider à Taïwan au moins et avoir un salaire et avoir une vie stable. Oui. Ben, moi, je suis directement affectée par une des mesures-là. Je pourrais aller demander ma résidence permanente cette année au lieu d'attendre 1 an de plus. Voilà, vous savez tout. Chouette. Ouais, au moins, il y a quelqu'un qui en bénéficie. Voilà. Et maintenant, on va parler de lard ou du bébé. Qu'est-ce que vous préférez? Le lard ou le cochon? Ah non, pardon, c'est pas ça. Parce que... Bon, ben, allons-y. Alors, moi, je voulais vous parler d'une exposition qui a récemment été inaugurée à l'usine de sucre de Huwei, dans le comté de Yunlin. Dans le sud-ouest de Taïwan. Voilà, c'est une exposition sur Fujiyama Raita, un industriel japonais qui est né en 1863 et mort en 1938. Il est né dans une famille de samouraïs du clan Saga, originaire de l'île de Kyushu, dans le sud de l'archipel japonais. Et il a d'abord travaillé pour la banque Mitsui, avant d'être envoyé à Taïwan pour s'occuper d'entreprises en difficulté telles que la Dai Nippon Sugar, dont il est devenu président en 1909. D'accord. Donc c'est à ce poste qu'il a imposé plusieurs réformes importantes visant à réorganiser les usines de sucre à Taïwan,
donc à introduire notamment des équipements plus avancés pour traiter le sucre, pour à faire construire des infrastructures qui sont ensuite devenues essentielles, comme par exemple une ligne de train dédiée au transport des cannes à sucre, donc pour transporter directement depuis les champs jusqu'à l'usine. C'est des petits trains qu'on appelle ou fin à moitié en fait, donc c'est des trains à des rails moins larges. Et donc c'est des initiatives qui ont beaucoup contribué au développement de l'industrie du sucre à Taïwan, selon Taiwan Sugar, qui, on le rappelle, a été établie en 1946 en tant que compagnie publique par le KMT après la Seconde Guerre mondiale, en nationalisant et en fusionnant toutes les entreprises de sucre de la période japonaise. Donc il y avait Dai Nihon, Taiwan, Meiji et Ensuiko Sugar Company. Et le secteur du sucre s'est tellement bien développé que dans les années 50 et 60, le sucre était un des produits d'exportation les plus importants à Taïwan. Et aujourd'hui, la compagnie reste même un des principaux propriétaires fonciers de l'île. Oui. Et en 1939, si on veut remonter un petit peu à la période japonaise, la production avait connu un pic avec plus de 1,4 million de tonnes produites à Taïwan. Parce qu'on plantait de canne à sucre en fait, énormément de canne à sucre. Énormément, et même avant, en 1920, le sucre raffiné représentait 65% des exportations insulaires. Wow. Et en 1950, cette part est même montée à 80%. Donc ça a vraiment été très important pendant longtemps. Mais bon, revenons à ce Fujiyama qui a été appelé à gérer la construction de l'usine de sucre de Ruwei à une période donc où l'industrie taïwanaise du sucre était en pleine croissance. Et Thai Sugar, c'est le surnom raccourci de Taiwan Sugar Corporation, a indiqué que Fujiyama avait élargi la capacité de production de sucre de l'usine et aussi participé à l'établissement de ce qui est plus tard devenu la plus grande distillerie en Asie de l'Est, en produisant de l'alcool à partir de mélasse, donc de mélasse de canne à sucre, j'imagine. Oui, logique. Et cette histoire est tellement importante pour le développement de Ruwei que cette petite ville a gagné le surnom de capitale du sucre. Je ne sais pas si c'est toujours son surnom aujourd'hui. Je pense pas, non. On ne produit plus beaucoup de sucre à Taïwan. Et cette exposition montre des objets historiques rares qui datent des premières années de l'usine. Alors, il y a une plaque commémorative qui a été installée sur la locomotive qui tire les derniers trains à sucre de Taïwan, ou encore d'autres objets historiques de ce genre. Et il y a aussi des explications pour comprendre les connexions sociales et politiques de Fujiyama, qui avait une position sociale de choix dans la colonie taïwanaise. Donc, par exemple, on trouve des répliques de sa correspondance avec des lettres échangées avec l'ancien président de la République de Chine, Chiang Kai-shek, ou encore le seigneur de la guerre de Mandchourie, Jiang Zuolin, et l'ancien président de la République de Chine, Yuan Shikai, qui était aussi l'empereur de Chine pendant 3 mois. On connaît le contenu de ces échanges ? Ah bien oui, on peut voir ces lettres, les répliques de ces lettres. Donc pour ceux qui lisent bien le chinois, c'est possible de comprendre. Ouais. Voilà. Et donc Thai Sugar précise que les lettres donc, témoignent de ce rôle qu'avait cet industriel dans une période vraiment de profonde transformation dans toute la région, pas seulement à Taïwan. Et on se dit que c'est fou, il avait des connexions jusqu'en Mandchourie. Donc c'était vraiment pas seulement quelqu'un qui était concentré sur son travail à Taïwan. Alors cette exposition reste accrochée jusqu'au 1er avril dans l'usine de sucre de Ruwei. Comment s'y rendre ? Il faut prendre le train jusqu'à la gare de Yunlin. Et ensuite, il y a un bus navette touristique qui vous emmène directement à l'usine en 10 minutes. Et cette exposition, c'est aussi l'occasion de visiter l'usine et de découvrir d'autres sites dans les environs. Donc par exemple, la vieille gare de train de Ruwei ou encore le musée des marionnettes Hagen de Yunlin. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Oui. Tu es déjà allé ? C'est Alors, très célèbre. C'est bien ? C'était il y a très longtemps en fait. Je me souviens plus très bien en fait. Mais c'est des marionnettes traditionnelles aussi. C'est un musée qui est situé dans le bâtiment le plus ancien de Ruwei, qui date de 1931 et qui a servi successivement de bureau du district puis de poste de police. Et si l'histoire industrielle de Taïwan vous intéresse, il y a aussi de nombreux anciens sites industriels de la période japonaise et même de l'après-guerre qui ont été transformés en lieux touristiques. Donc il y a les bâtiments du secteur du sucre avec l'usine de Ruwei, mais aussi la sucrerie Swantou à Liujiao, dans la campagne de Jiayi, où on a commencé à transformer la canne à sucre en 1904. Et en fait, depuis le début des années 2000,
il y a une douzaine de grands sites industriels qui ont été réaménagés en centres culturels ou en parcs d'attractions touristiques à Taïwan, parce qu'avec la modernisation économique de l'île, les industries traditionnelles comme le sucre, l'ananas, le tabac, le sel, tout ça ont connu un déclin important et les autorités locales ont cherché à attirer des touristes et à reconvertir ces endroits avec des succès bien connus à Taipei comme le parc Huashan, le parc Song Yen. Sinon, dans le sud, il y a aussi les séchoirs à tabac de Meinong à Kaohsiung, puisqu'au début du XXe siècle, Meinong était le centre de la production du tabac à Taïwan. Et il y a eu une époque où on comptait jusqu'à 1800 séchoirs à tabac à Kaohsiung. Et plusieurs centaines sont encore intactes aujourd'hui. Et on peut aussi visiter des anciennes briqueteries, des anciennes usines hydroélectriques et bien sûr des nombreux sites miniers dans le nord de Taïwan, comme le musée de l'or du Nouveau Taipei, qui se trouve à Ruifang. Et là aussi, il y a beaucoup de bâtiments de la période japonaise. Donc il y a de quoi faire si vous vous intéressez à l'histoire industrielle de Taïwan. Une découverte de l'histoire industrielle taïwanaise sous l'époque japonaise, en fait, essentiellement. Voilà, et donc maintenant, nous allons changer complètement de sujet pour vous parler du bébé électronique. Est-ce que vous avez déjà vu de bébé électronique de votre vie ? Non. Je pense... Enfin, ce que j'imagine quand tu dis ça, c'est plutôt une sorte de poupée ou quelque chose comme ça. Mais si tu dis que c'est utilisé dans le domaine médical, c'est peut-être comme un mannequin ? C'est comme un mannequin dans quel sens ? Mais c'est vraiment comme un bébé, en fait. Je me suis rendu compte, j'ai fait une recherche en ligne pour savoir qu'effectivement, il y a des entreprises qui vendent des bébés à taille réelle. Et c'est une taille réelle d'un bébé de 0 à 3 mois, en fait. Donc, Ils vendent ça à qui ? Pourquoi ? Ils vendent ça à qui ? C'est ça qui est intéressant pour les Taïwanais aujourd'hui. C'est vendu essentiellement pour les établissements scolaires qui forment des infirmiers ou des enfants, en fait. Alors, ce bébé a besoin d'un soin 24 heures sur 24, faute de quoi il va se mettre à pleurer. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui aient la fausse maman ou la maman pas électronique mais naturelle, il faudrait un bracelet sur son poignet pour être en connexion avec ce bébé qui se met à pleurer, qui a besoin de faire son haut à l'aide des parents, bien sûr, et qui a besoin d'être changé. Donc, un bébé peut avoir 15 différentes situations qui représentent des besoins basiques, en fait, et du coup, qui a besoin d'être pris en charge par la personne qui s'en occupe. Et comme équipement qui vient avec le bébé, donc, il y a des couches, qui a des capteurs et bien sûr les bracelets, toutes sortes de biberons aussi, en fait, pour pouvoir pratiquer pour comprendre la vie des personnes qui ont vraiment des bébés à la maison. Alors, à Taïwan, il y a plusieurs lycées et aussi au collège et surtout aussi dans des facultés des infirmières qui ont introduit ce bébé pour la formation des jeunes. En général, ils commencent avec un bébé par classe, par école en fait, pour introduire davantage de bébés, puisque des réactions, des retours sont plutôt positifs. Et pour que les étudiants se mettent en situation réelle, par exemple pour l'université de sciences et technologies de Taichung, qui a une faculté d'infirmerie, un élève doit s'occuper d'un bébé pendant 48 heures continues. Et lorsque le bébé se met à pleurer très fort, très triste, pendant 2 minutes, sans qu'elle soit occupée par la personne qui prend en charge, alors c'est noté comme un soin donné avec du retard. Et au bout d'un certain temps, ça se résulte en... des points en moins, quelque chose comme ça. En décès du bébé. Ah. Voilà. Donc c'est pour... C'est brutal. C'est brutal. Et du coup, c'est pour apprendre aux enfants, aux jeunes, qu'il faut vraiment comment prendre en charge des bébés. Et je pense que le plus intéressant, c'est pas dans les écoles infirmières, mais plutôt dans les écoles en général. Mm-hmm. Les profs ont expliqué que c'est pour introduire la question de l'éducation à la vie
et aussi la parité des genres, dans le sens où c'est pas à une seule personne de s'occuper d'un nouveau-né, mais c'est à toutes Oui, peut-être que aux si deux tous les parents. élèves Voilà. prennent le bébé pendant 48 heures, ils vont réaliser que c'est impossible de s'occuper tout seul Oui, et c'est comme ça d'ailleurs d'un bébé, quoi. l'un des retours. Et apparemment, ça crée en plus une sorte de conversation entre les élèves et leurs parents. Parce que les parents peuvent expliquer que vous dormez pas pendant des heures, des jours. Ils peuvent donner des conseils, peut-être. Peuvent donner des conseils. Et du coup, l'idée a commencé avec un prof qui avait croisé des élèves en infirmerie dans un marché de nuit parce qu'il était obligé de sortir, de faire le marché de nuit avec des bébés, ce qui ne se font pas en général. Je vois rarement des parents avec des nouveau-nés dans les marchés de nuit. Mais c'est là qu'il a compris que c'est bien d'introduire ça dans des écoles plus générales pour que tout le monde puisse savoir si ce genre de situation, comment le faire en fait. Du coup, on voit des élèves qui peuvent avoir ce bébé électronique dans les Pushiban, donc dans les écoles auxiliaires le soir, dans le métro, ou toutes sortes de lieux où ils doivent se déplacer, et lorsque les enfants se mettent à pleurer. C'est un peu gênant quand même de C'est prendre un le peu métro gênant. avec... Et J'imagine les pauvres ados qui doivent faire ça. Même moi, ça me gênerait. Surtout quand les bébés se mettent à pleurer et qu'il faut prendre un soin tout de suite et qu'il faut comprendre tout de suite son besoin en fait. Parce que des fois, ça peut être... Est-ce qu'il y a un mode où il y a aucune raison? Enfin, on ne sait pas en tout cas. Je sais pas Parce s'il y a que un dans la mode- vraie vie, ça arrive. On ne sait Oui. pas pourquoi. Ouais, donc il faut L'enfant pleure. réussir à calmer le bébé, à le prendre dans les bras, Tapoter. tapoter, voilà. Ce genre de choses, c'est... En tout cas, le résultat sont plutôt positifs, en fait, le retour D'accord. des élèves. Et C'est du- original en tout cas. C'est original. Ça vient de Taïwan ou... Je pense que l'invention du bébé électronique, ça vient pas de Taïwan, mais le fait de les introduire dans les écoles générales, même jusqu'au niveau du collège, peut-être. Mais en tout cas, les retours sont plutôt positifs. Et aussi, ça a un sens d'éviter des grossesses involontaires chez des adolescents, en fait, qui découvrent la vie. Oui, ça Oui. permet de prendre un petit peu conscience dans une mesure très limitée, parce que si c'est 48 heures et ça reste une machine, enfin, il manque quand même l'aspect humain là-dedans. Oui, Je suis désolée, depuis le tout de début. suite, ça me- tout de même, oui. Mais ça apprend aussi que c'est une responsabilité à prendre en charge sans possibilité de repos, en fait. Mhm. Ouais. Ouais. Ce n'est que rien. Voilà. Donc, c'est une généralisation dans l'éducation à Taïwan qui est plutôt pas mal, en fait. Je trouve ça, Intéressant. c'est... C'est vrai qu'avec la baisse de natalité, comme il y a... Pour décourager encore plus de naissances. Non, je pensais plutôt au fait que beaucoup d'enfants n'ont pas forcément de petits frères ou petites sœurs, Oui. ou de jeunes adultes en fait, Mm. et donc ils voient moins comment d'autres adultes s'occupent de bébés. Oui. Et donc ça permet aussi peut-être de se rapprocher un petit peu ou d'ouvrir la conversation sur ce sujet-là, même si effectivement Et de comprendre comment leurs parents s'occupaient d'eux pendant qu'ils étaient petits, en fait. Je pense que ça, c'est précieux aussi. Voilà, ainsi se conclut notre On en parle à Taïwan de cette semaine. On vous dit merci. C'était Megouin. Florian Day. Elisa Dufaux. Et à bientôt. Bye bye.